Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde l'autonomie ou les vertus de la marche à pied. Dans cette œuvre, Émile ou de l'éducation, Jean-Jacques Rousseau imagine le personnage d'Émile, un enfant qu'il aurait à élever. Ce passage expose les principes qui guideraient le personnage d'Émile pour lui faire découvrir la vie et le monde. Le plaisir de la marche réside aussi, et peut-être surtout, dans l'indépendance qu'il procure. Comme il ne dépend pas de circonstances extérieures, celui qui se déplace à pied peut exercer sa liberté. La répétition du verbe « jouir » dans ce passage rappelle la notion de plaisir et de joie associée au voyage à pied. Les vertus de la marche sont d'autant plus importantes qu'elles contribuent à la santé physique et au bien-être, comme le prouve la robustesse d'Émile. Je ne conçois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval. C'est d'aller à pied. On part à son moment, on s'arrête à sa volonté, on fait tant et si peu d'exercices qu'on veut. On observe tout le pays, on se détourne à droite, à gauche, on examine tout ce qui nous flatte, on s'arrête à tous les points de vue. Aperçois-je une rivière, je la côtoie, un bois touffu, je vais sous son ombre, une grotte, je la visite, une carrière, j'examine les minéraux. Partout où je me plais, j'y reste. À l'instant que je m'ennuie, je m'en vais. Je ne dépends ni des chevaux ni du postillon. Je n'ai pas besoin de choisir des chemins tout faits, des routes commodes. Je passe partout où un homme peut passer. Je vois tout ce qu'un homme peut voir. Et ne dépendant que de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un homme peut jouir. Si le mauvais temps m'arrête et que l'ennui me gagne, alors je prends des chevaux. Si je suis lasse, mais Émile ne se lasse guère. Il est robuste. Et pourquoi se lasserait-il? Il n'est point pressé. S'il s'arrête, comment peut-il s'ennuyer? Il porte partout de quoi s'amuser. Il entre chez un maître, il travaille. Il exerce ses bras pour reposer ses pieds. Voyager à pied, c'est voyager comme Thalès, Platon et Pythagore. J'ai peine à comprendre comment un philosophe peut se résoudre à voyager autrement et s'arracher à l'examen des richesses qu'il foule aux pieds et que la terre prodigue à sa vue. Qui est-ce qui, aimant un peu l'agriculture, ne veut pas connaître les productions particulières au climat des lieux qu'il traverse et la manière de les cultiver? Qui est-ce qui, ayant un peu de goût pour l'histoire naturelle, peut se résoudre à passer un terrain sans l'examiner, un rocher sans l'écorner, des montagnes sans herboriser, des cailloux sans chercher des fossiles? Vos philosophes de ruelle étudient l'histoire naturelle dans des cabinets. Ils ont des colifichets, ils savent des noms et n'ont aucune idée de la nature. Mais le cabinet d'Émile est plus riche que ceux des rois. Ce cabinet est la terre entière. Chaque chose y est à sa place. Le naturaliste qui en prend soin a rangé le tout dans un fort bel ordre. Daubenton ne ferait pas mieux. Combien de plaisirs différents on rassemble par cette agréable manière de voyager, sans compter la santé qui s'affermit, l'humeur qui s'égaye. J'ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures, bien douces, rêveurs, tristes, grondants ou souffrants, et les piétons toujours gais, légers et contents de tout. Combien le cœur rit quand on approche du gîte, combien un repas grossier paraît savoureux. Avec quel plaisir on se repose à table. Quel bon sommeil on fait dans un mauvais lit. Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chaise de poste. Mais quand on veut voyager, il faut aller à pied. Rousseau a beaucoup voyagé à pied. Dans ses Confessions, récits autobiographiques, il évoque le trajet pédestre qu'il a effectué pour se rendre en Suisse et en profite pour rapporter les sensations et les sentiments liés à la marche. C'est donc tout naturellement que le philosophe reprend ses observations pour les théoriser dans Émile ou de l'éducation, afin de se livrer à un éloge du voyage à pied dans un contexte de formation. Les philosophes du XVIIIe siècle se sont penchés sur la notion de bonheur et ont affirmé le droit des êtres à être heureux. Pour Rousseau, la marche contribue au plaisir et est facteur de joie, comme on peut le voir au premier paragraphe.
Partout où je me plais, j'y reste. La notion de plaisir associée au voyage à pied est confirmée dans le 3e paragraphe à travers le champ lexical. Plaisir, agréable, humeur qui s'égaye, gai, le cœur rit. Les raisons en sont multiples. La première étant, selon le philosophe, que la marche contribue à dissiper le sentiment d'ennui et l'humeur morose qui peut en découler. Le voyage à pied se caractérise par une grande variété d'impressions, ce qui permet d'éviter la lassitude. C'est ce qu'exprime Rousseau à travers la question rhétorique « Pourquoi l'Émile se lasserait-il » La fatigue physique résultant de la marche est elle-même facteur de satisfaction, puisqu'elle conduit à apprécier ce que l'on a. Le piéton est content de tout, toujours gai et léger. Il apprécie le repos du gîte. Rousseau souligne cette faculté à se satisfaire de l'existant par une série d'antithèses. Le repas grossier semble savoureux au marcheur, il jouit d'un bon sommeil, y compris dans un mauvais lit. Le plaisir ou le bonheur ne dépendent donc pas des circonstances extérieures, mais d'un certain état d'esprit auquel la marche nous prépare. Les antithèses culminent dans l'opposition entre les marcheurs et ceux qui voyagent en voiture, tristes, grondants ou souffrants. L'accumulation des adjectifs négatifs s'oppose ici au lexique valorisant employé pour le voyage à pied. Mais le plaisir de la marche réside aussi, et peut-être surtout, dans l'indépendance qu'il procure. Comme il ne dépend pas de circonstances extérieures, celui qui se déplace à pied peut exercer sa liberté. Cette idée est exprimée à plusieurs reprises dans le passage, par exemple dans les expressions à sa volonté, je ne dépends ni de, ou encore partout où je me plais. La liberté rejoint ici le plaisir et est une condition du bonheur. Rousseau synthétise son argumentation dans une phrase à valeur de maxime. Ne dépendant que de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un homme peut jouir. La répétition du verbe jouir rappelle la notion de plaisir et de joie associée au voyage à pied. La marche, grâce à son rythme lent et à la liberté qu'elle offre, permet au personnage d'enrichir sa connaissance du monde qui l'entoure. Elle comporte une dimension formative essentielle, en ce sens qu'elle donne accès à un savoir universel contenu dans la grande encyclopédie du réel et de la nature. Rousseau place au cœur de l'éducation d'Émile la découverte de la nature. Or, la marche constitue un excellent moyen d'explorer la nature. Rappelons que les philosophes des Lumières ont choisi pour mission de diffuser la connaissance à travers l'encyclopédie. Rousseau répond à ce projet en proposant à l'élève la grande encyclopédie du monde réel. L'objectif encyclopédique se retrouve dans la répétition de tout ou de tous dans le premier paragraphe du texte. Grâce à la marche, la connaissance s'acquiert partout, comme le souligne l'hyperbole « la terre entière ». Pour Rousseau, l'objectif est surtout d'élargir la connaissance du monde réel et de la nature. Le philosophe oppose le savoir scolaire ou livresque à l'étude en direct, in situ. Ainsi, il juge peu pertinente l'étude de l'histoire naturelle dans des cabinets et confronte cette pratique théorique à celle d'Émile, dont le cabinet est plus riche que celui des rois, puisqu'il s'étend à la terre entière. L'éloge de la marche rejoint l'éloge de la nature. Le monde réel reflète l'ordre divin, fort bel ordre, supérieur en tout cas à celui que les scientifiques et naturalistes de l'époque peuvent concevoir de manière théorique dans leur lieu d'étude. La richesse naturelle s'exprime dans la métaphore de la terre prodigue. Le projet éducatif de Rousseau place donc la nature au cœur de la démarche d'apprentissage. En ce sens, la marche constitue un facteur facilitant. L'espace que parcourt Émile se prête idéalement à l'observation, qu'on se détourne à droite ou à gauche. Le premier paragraphe illustre la richesse fabuleuse du monde par différentes énumérations. Rivières, bois touffus, ombres, grottes, bois, carrières, mais aussi climat, rochers, montagnes, végétation pour herboriser, fossiles. L'accès à ces trésors de la connaissance est direct et ne se fait pas dans un cabinet poussiéreux. On comprend que la motivation de l'élève est au rendez-vous. L'enseignement naturel permet d'éviter l'ennui ou la lassitude. Il intègre, outre l'observation,
Des phases de mise en pratique, lorsqu'Émile travaille sur le réel, exerce ses bras pour reposer ses pieds. Stimulant, motivant et bon pour le corps comme pour l'esprit, l'apprentissage au fil de la marche constitue le cœur du projet éducatif de Rousseau. Loin de l'approche poussiéreuse et trop éloignée du réel des mauvais pédagogues, le philosophe propose un accès concret à la connaissance qui ouvre la voie à une nouvelle conception de la pensée. L'évocation du voyage à pied est pour Rousseau l'occasion de redéfinir non seulement la pédagogie et l'accès à la connaissance, mais aussi la philosophie. La marche est élevée au rang de méthode et de symbole de la pensée juste. D'ailleurs, l'écrivain se réfère aux grands penseurs de l'Antiquité pour attester des vertus du voyage à pied. Rousseau s'appuie sur un argument d'autorité en citant Thalès, Platon et Pythagore. Tous ont voyagé, nous dit-il, ce qui suppose que leurs voyages ont enrichi leurs pensées. Dès lors, il affirme avoir peine à comprendre comment un philosophe peut se résoudre à voyager autrement qu'à pied. La vertu du voyage réside dans la liberté qu'il offre et dans la mobilité. On peut en déduire que Rousseau élève la marche au rang de symbole de la mobilité intellectuelle. Le plaisir qu'éprouve le marcheur à passer d'un site et d'un environnement à un autre dépasse l'intérêt touristique. Il reflète le désir de connaissance scientifique, mais aussi, et surtout, la volonté de comprendre l'ordre de l'univers où chaque chose est à sa place, grâce au créateur désigné ici par la périphrase du naturaliste qui en prend soin. La marche place le penseur au cœur de l'objet de son étude. Elle lui laisse aussi le temps de penser. Les paysages bucoliques traversés par Émile ne se réduisent pas à leur seul agrément pour le regard. La nature est source de connaissances. Elle nourrit la réflexion. Dans ce passage, Rousseau établit un rapprochement entre connaissance et philosophie. La sagesse s'acquiert, selon lui, au contact du réel et de la nature. C'est ce qui permet à Émile, l'élève fictif de cet essai, de développer sa pensée et de comprendre l'ordre naturel ou divin des choses. S'appuyant sur son expérience personnelle du voyage à pied, Rousseau invite le lecteur à explorer une nouvelle démarche. Il milite pour un savoir vivant. Il cherche à motiver son public dans un texte plaisant qui emprunte quelques-unes de ses techniques argumentatives aux philosophes antiques, comme Platon, dont on retrouve ici la technique de l'interrogation, la maïeutique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.